profite pour présenter Philippe Duluc, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il est intervenu maintes fois sur ce sujet, en particulier l'année dernière ici même. Donc Philippe est diplômé de l'école polytechnique, il a été ingénieur de l'armement, il a travaillé, je crois, presque 20 ans dans les services de l'État, et ensuite il a rejoint le secteur privé, d'abord en tant que CSO, donc Chief Scientific Officer pour Orange, et ensuite en tant que responsable de l'activité cybersécurité de Bull. Bon, vous savez que maintenant, il est CTO de la division Big Data et Sécurité de Atos, et il s'intéresse au domaine scientifique et technique de la transformation numérique au sens large, donc cryptographie, cyberdéfense, informatique avancée, big data, donc tout un tas de thèmes qu'on aime bien également à Minalogic, l'IA et surtout le thème du jour, les technologies quantiques. Donc Philippe, à toi l'honneur. Merci beaucoup Hervé pour cette introduction. Effectivement, Grenoble, c'est une région importante pour Atos, puisque nous y avons l'un de nos principaux centres de recherche sur le supercalculateur, toute la partie software. Et c'est aussi là où nous avons décidé d'implanter notre practice consulting quantique. Alors, je vais vous faire une rapide présentation, une rapide introduction, un survol, si je puis dire, de ce que c'est que la course au calcul quantique, ce que c'est et ce que ça représente pour Atos. Donc, je vais essayer d'être assez rapide et de tenir dans le temps qui m'est imparti. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne, Olivier la reconnaît évidemment, c'est Peter Shor, donc le mathématicien américain des Bell Labs, qui en 1994, c'était le premier à démontrer la réalité de l'accélération quantique. Ça a été le premier. En plus, il a démontré sur un cas d'usage très important, puisque ça peut s'appliquer au décryptement d'algorithmes cryptographiques. Et donc, ça a intéressé d'abord les chercheurs et les industriels. Les industriels y ont vu, c'est la première fois qu'on voyait un intérêt potentiel pour l'industrie, et ça a intéressé évidemment les États en matière de sécurité nationale. Bon, le quantique, ça a commencé bien avant, dans les années 1900 avec Max Planck, Einstein, avec également les différents scientifiques. Mais c'est vraiment en 1994 que cette course a commencé. Alors assez rapidement, des acteurs ont investi sur le quantique à partir de cette date. Un des premiers à citer, c'est D-Wave. C'est un Canadien qui a exploré une des modalités de calcul du calcul quantique, qui est le recuit, l'annealing. Donc, c'est une boîte qui a été créée en 1999, 5 ans après Shor, et elle a sorti une première machine commerciale en 2011. Donc, la course a bien commencé. On a également de grands Américains, IBM, qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, qui a investi sur le quantique. On a les Google, on a les Intel, Microsoft qui ont investi sur le quantique pendant toutes ces années. Ensuite, Atos, on a décidé de se lancer sur le quantique en 2016. Donc, ça a été une décision de Thierry Breton, qui à l'époque était directeur général d'Atos. Une décision qui était fondée par des raisons très business. Elles sont assez simples. Atos est le leader européen du supercalcul. On est bien placé à Grenoble pour le savoir. C'est le seul constructeur européen de supercalculateurs. C'est aussi un acteur en cybersécurité. On est numéro 2 mondial d'après Gartner sur la sécurité managée, juste derrière IBM. Et en fait, les technologies quantiques disruptent ces deux domaines. Ça disrupte le calcul parce que on sait qu'avec le ralentissement de la loi de Moore, c'est de plus en plus difficile d'accélérer les calculs classiquement. Et donc, le quantique peut être, avec la démonstration de Shor, la façon de sécurité. L'algorithme de Shor est une grande menace et on doit, vis-à-vis de nos clients, prendre position sur le sujet. C'est pour ça qu'on a lancé ce programme en 2016. Et on a été très, très heureux parce que très rapidement, donc c'est une course, vous avez vu au début, il y a eu un départ en 1994, c'est une course. Très rapidement, on a été capable de proposer au marché une plateforme de programmation et de simulation qui s'appelle la KLM. Donc, dès 2017, on l'a proposé au marché. Donc, c'est une plateforme dont vous verrez avec tout à l'heure, avec, qui permet de programmer des quantiques, surtout comme si on est sur de vrais hardware quantiques et d'avoir
des simulations qui sont vraiment extrêmement réalistes. Hein, on simule le bruit, la topologie, etc. On a été très fiers, fin 2017, d'avoir un client prestigieux qui s'est tout de suite intéressé à la QLM, qui est le centre de recherche d'Oak Ridge aux États-Unis. C'est pas souvent que ces labos achètent des technologies françaises. Oak Ridge, c'est vraiment le centre de recherche qui reçoit, qui est un peu un des pilotes du plan quantique américain. Et donc, il a acheté une QLM en 2017. Ensuite, on a progressé. Hein, donc, il y a une nouvelle version de la QLM qui est sortie. Donc, elle a permis d'abord d'adresser plus de modalités de calcul. Aujourd'hui, en calcul quantique, on a à peu près 3 modalités. On a la modalité la plus répandue, c'est la modalité du mode circuit, c'est-à-dire on a des portes quantiques, un peu comme des portes booléennes classiques. C'est extrêmement programmable, on peut faire beaucoup de choses. Et Peter Shor reposait sur ce mode, le mode circuit. Mais on a 2 autres modalités. On a la simulation analogique. Donc cette fois-ci, c'est très différent. C'est un peu ce que Richard Feynman, dans les années 80, avait proposé, d'utiliser des systèmes quantiques pour approximer des problèmes quantiques complexes et obtenir des résolutions, des minimums d'énergie avec des systèmes plus simples que l'on savait reproduire avec des systèmes quantiques. C'est ce qu'on appelle la simulation analogique. La start-up Pascal en France, c'est effectivement ce qu'elle fait. Et la troisième modalité, c'est le mode adiabatique. Le mode adiabatique, c'est ce qu'a fait D-Wave dès 1999, c'est-à-dire d'utiliser du recuit quantique, c'est-à-dire on fait varier très très doucement un système jusqu'à avoir la solution que l'on recherche qui est destinée à résoudre essentiellement des problèmes d'optimisation. Donc ces 3 modalités, on est aujourd'hui capable de les simuler dans la QLM. Et on a bien amélioré effectivement tout ce qui est simulation du bruit, simulation de la topologie et simulation de ce qu'est la réalité d'un processeur quantique. Et un processeur quantique, par exemple, n'a pas toutes les portes quantiques disponibles. Donc, on est obligé de faire des transformations entre un programme et son émulation sur un processeur quantique. Et enfin, on l'a accéléré grâce à des GPU. Ensuite, 2021, c'est aujourd'hui. Donc, on a rencontré un grand succès dans la vente de la QLM, parce qu'on en a vendu un peu dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, au Japon et beaucoup en Europe. On a aussi développé la practice consulting, hein, qui est basée à Grenoble. Donc, de plus en plus de clients ont besoin d'être aidés, accompagnés par des experts, par des consultants quantiques. Et c'est effectivement ce que nous faisons aujourd'hui vis-à-vis de ces clients. Évidemment, 2021, et Neil Labrogue en parla tout à l'heure, c'est l'année de la stratégie d'accélération du quantique en France. Donc, c'est un moment important. Et Atos est un acteur. Hein. On est vraiment très associé à cette stratégie d'accélération, puisque je rappelle qu'elle est publique-privée. Hein. Donc, il y a un investissement de l'État, mais aussi un investissement des entreprises. Et Atos va jouer son rôle dans cet investissement. Et donc, 1,8 milliard, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République au début de l'année. Enfin, qu'est-ce qu'on vise ? Ce qu'on vise, c'est de donner des capacités d'accélération quantique à des infrastructures de calcul. On prévoit ça pour 2023. Donc, 2023, on va proposer au marché, effectivement, une infrastructure de calcul de type HPC qui pourrait être accélérée par du quantique. Alors, ça, c'est la course. On ne sait pas comment elle va se poursuivre. Mais juste pour terminer sur des éléments que je tenais à partager avec vous, on a des acteurs très, très puissants, notamment des acteurs américains aidés par des fonds. Et j'ai l'exemple de 3 startups. Hein. IonQ, la première, et Psyquantum, qui ont été créées en 2016. Donc, on était ensemble au début de la course, en 2016. Eh bien, l'une et l'autre ont levé à peu près 600 ou 700 millions de dollars. Et elles sont valorisées, l'une à 2 milliards de dollars et l'autre à 3 milliards 15 milliards de dollars. Et c'est une vraie valorisation parce que IonQ, via un SPAC, va rentrer en bourse. Donc, c'est la réalité de ce qu'elle représente. Alors, Psyquantum, elle n'entre pas en bourse, donc le 3 milliards, c'est une évaluation qui vaut ce que vaut. Par contre, elle a fait une série D, c'est rare, les séries D en fonds. Elle a fait du A, du B, du C, elle a fait une D de 400 millions d'euros. Et enfin, Rigetti également, qui a été créé en 2013, donc évalué à 1,5 milliard, qui va également rentrer en bourse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces 3 startups sont sur 3 technos différentes. IonQ, c'est les ions piégés.
Psyquantum, c'est les photons sur silicium, et Rigetti, c'est des supraconducteurs. Donc on a une course vraiment importante, donc il faut rester, comment dire, groupé, si je puis dire, au niveau français et au niveau européen. Donc c'est aussi un message pour tout l'écosystème, hein, et Neil sait à quel point ça c'est important. C'est aussi important de regrouper les régions, donc c'est pour ça que je suis très heureux de cet événement aujourd'hui, et notamment de la table ronde qui montre que les régions échangent, communiquent, et c'est en travaillant ensemble que la France parviendra effectivement à relever ce défi et à continuer à course quand on voit qui on a en face de nous. Voilà, j'ai été très rapide, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je ne sais pas s'il est prévu des questions. Oui, peut-être s'il y a quelques questions pour Philippe, on peut en profiter. Voilà. Je vais y aller. Oui, juste une petite question sur ce que vous prévoyez pour 2023. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez coupler un ordinateur quantique à un supercalculateur ou il s'agit d'autre chose? Non, il y a un peu de R&D à faire. Donc, il faut modifier le supercalculateur de manière, notamment modifier son orchestrateur pour que l'orchestrateur soit capable de travailler de manière mixée avec des jobs quantiques et des jobs classiques. Donc, on travaille sur l'accélérateur. Mais en fait, les QPU, c'est un peu comme le GPU, c'est une accélération. Hein, pour nous, le calcul de demain, il n'y aura pas de, je pense que Olivier ne me contrera pas, il n'y aura pas d'ordinateur quantique universel ou le laptop quantique. On aura par contre des accélérateurs qui seront mis à profit uniquement pour accélérer certaines applications. Oui, bonjour Philippe, Sébastien Guinard du CEA, aux études de marché. Vous parlez de la course, on a vu le départ de la course, moi ce qui m'intéresse c'est l'arrivée. Quand est-ce que la messe va être dite d'après vous? Vous parlez de 2023, mais 2023 on est encore loin de l'arrivée, ça va jouer en 2030 les positions industrielles? Ou c'est en 2023 que 3 des startups qui sont en bas vont déposer le bilan ou vont être abandonnés par des investisseurs? Qui sait? Ces étapes de nous, le 2023, on l'a mis là parce que pour le moment, on le tient. On pense qu'en 2023, on pourra proposer au marché effectivement une accélération. Alors, je n'ai pas donné plus de détails, mais on est dans une première étape du quantique, hein, qu'on appelle le NISQ, c'est-à-dire de faire tourner des accélérations avec un petit nombre de qubits et des qubits bruités, qu'on n'a pas sans correction d'erreur. Et on estime qu'un certain nombre d'algorithmes, pas beaucoup, peuvent tourner sur des architectures NISQ. Donc on vit cette première étape du NISQ, mais peut-être qu'elle ne sera pas suffisante et qu'il faut viser, mais Neil pourra en parler, il faut viser le LSQ, hein, le large scale, qui lui est pour bien plus longtemps. Il y a encore des verrous technologiques importants à lever, mais le NISQ, on commence vraiment à le voir. Hein. C'est peut-être pas 2023, c'est peut-être 2024, 2025, mais on sent qu'on approche de la période où on va avoir vraiment un intérêt industriel en production à faire tourner du quantique, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, il y a des industriels qui se sont lancés sur le quantique, mais c'est dans les labos. On est dans les labos, on prépare le futur, on développe des algorithmes, mais on n'est pas encore dans la prod. Mais je pense que la prod peut arriver sur du NISQ autour des années 2023 et après. Merci beaucoup, Philippe.